Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce grand format, le grand format du dimanche 16 février 2020 à la une de l'actualité au Bénin, congrès ordinaire du mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin. C'est la première grande rencontre de l'année 2020 pour cette organisation syndicale. Les efforts donc, de la construction des marchés par le gouvernement ont été salués à cette occasion. On en parle dans un instant. On parlera également d'un autre congrès, celui qui a rassemblé les adeptes du culte Mami dans ce samedi à Cotonou, des assises organisées dans un contexte de crise qui avait donc divisé le Conseil exécutif national. Au thème des travaux et de l'étape des élections, Togbe Bembeza prend les commandes du Conseil national. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la célébration au plan national de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la radio. Nous sommes la radio, nous sommes la diversité, c'est le thème retenu pour cette année pour la célébration Radio Mono, la voix de l'Okossa a abrité les festivités. Parler d'une seule et même voix pour le rayonnement de l'enseignement supérieur au Bénin, c'est l'un des principaux objectifs de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Ce creuset a été porté sur les fonds baptismaux le vendredi 7 février dernier à Cotonou. Les défis, les ambitions et la mission de cette organisation à suivre dans la deuxième partie de ce grand format avec le professeur Théophane Aï, promoteur de l'université Gaza Formation. Vous entendrez également le cri de cœur du maire de la commune de Lalo il y a quelques jours à Ahwadi, un village de la commune. Les flammes ont dicté leur loi laissant derrière elles d'importants dégâts matériels. Les victimes sont désormais sans abri, toujours donc dans la détresse. Les bonnes volontés sont attendues à voler au secours de ces victimes. C'est ce que nous dira le maire William Fangbeji sur ce plateau. Le magazine du grand format nous amène cette semaine à la découverte d'un site touristique exceptionnel, le village souterrain d'Aguangwetor. La diversité de ressources animalières et d'essences végétales ainsi que des divinités font son originalité donc de ce site. On aura donc tous les détails et dans le magazine d'information, le complément d'information avec Imet Hélène Amoussou. Mon invité média pour le compte de ce dimanche a pour nom Josaphat Da Bolino. Il est le chef bureau Afrique de Hémicycle d'Afrique, le site spécialisé dans les informations des parlements et conseils communaux d'Afrique. C'est lui qui assure l'exercice de décryptage de l'actualité de cette semaine. Ces analyses sont à suivre aux environs de 14h15 sur ce plateau. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous sommes chez vous avec le grand format. Merci de nous accueillir. On démarre avec le point de l'actualité. Le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin a tenu ce samedi son congrès ordinaire à ce premier grand rendez-vous de l'année 2020. Pour cette organisation syndicale, il a été question d'échanger autour des enjeux liés au chantier de modernisation des marchés lancé par le gouvernement en présence de quelques membres du bloc républicain. Le SINAFEM a réaffirmé son ambition à prendre une part active aux 10 projets visant à améliorer les conditions économiques des femmes commerçantes, notamment celles qui ont un revenu moyen. Reportage. 5 ans après la création de leur association, les femmes commerçantes se mobilisent ici en tenue à la Bourse du Travail pour poursuivre l'engagement. Le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin tient ainsi son congrès annuel. Le rendez-vous de cette année essaie entre autres d'appréhender au titre des redditions de comptes les différentes réformes envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions économiques des femmes. Les responsables du SINAFEM Bénin, lors d'une rencontre, ont présenté l'initiative de reconstruction et de modernisation des marchés qui sont en dégradation avancée avec son Excellence Président Patrice Talon, chef du gouvernement, ainsi donc 9 marchés de Cotonou et d'autres marchés de l'intérieur du Bénin sont mis en chantier de reconstruction. Et les marchés modernisés seront visibles dans les mois à venir en 2020. Pour veiller à ce que les marchés soient construits, le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin doit satisfaire à une exigence, celle de la cohésion et de l'entente selon la fêtière, en l'occurrence la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Continuez comme ça à privilégier le dialogue. Et vous les femmes, continuez de rester soudés, restez unis, car si vous n'êtes pas soudés, si vous n'êtes pas unis, vous serez vaincus. Mais parce que vous êtes soudés, vous serez forts. Ensemble, comme on le dit,
on est plus fort. Je vous invite vraiment, n'est-ce pas, à continuer sur cette lancée parce que les jours qui vont venir, si vous continuez comme ça, vont vous apporter d'autres possibilités, d'autres soutiens qui vous permettront de pouvoir réussir dans votre commerce. Dans cette quête de réussite, les femmes du SINAFEM peuvent déjà compter sur un soutien de taille, celui du Bloc républicain. Le parti du cheval blanc fait sienne les valeurs sur lesquelles le regroupement syndical est en train de construire son modèle de lutte. On dit que le Bloc républicain est le parti des jeunes et le parti des femmes. Et c'est pour ça que quand il s'agit des femmes quelque part, comme une seule femme, le Bloc se déplace et vient les soutenir. Et sachez juste que ces femmes dites des marchés, ce sont nos amis, ce sont nos partenaires, ce sont des personnes que nous côtoyons au quotidien. Ce sont des femmes très actives au niveau du Bloc républicain et donc il était très important pour nous de marquer justement notre soutien à leur côté pour cet événement un peu plus grandiose. C'est donc pour récompenser la fidélité et l'engagement de ses membres et des femmes en général que le Bloc républicain a fait le déplacement de la Bourse du Travail. Une cause qui se veut tout autant sociale que le projet de modernisation des marchés en cours d'exécution sur tout le territoire national. Du renfort pour le parti Bloc républicain, le collectif des émigrants du littoral rallie la cause du cheval blanc cabré. Pour la plupart militants de la Renaissance de Bénin, les membres de ce collectif ont officiellement déclaré leur adhésion au Bloc républicain ce samedi à la faveur d'une rencontre présidée par plusieurs ténors du parti politique d'accueil. Occasion pour l'honorable Chantal Aï d'expliquer aux nouveaux membres du Bloc républicain les avantages du système partisan. La rencontre a eu lieu à la Maison du Peuple d'Agla, est ici à Cotonou. Reportage. La marée jaune que voici était acquise à la cause d'un autre parti politique. Aujourd'hui, tous ces conducteurs de taxi-moto sont séduits par les réalisations du président Patrice Talon et son ambitieux programme de développement. Pour l'accompagner dans sa vision, ces émigrants du littoral font officiellement leur adhésion au Bloc républicain. L'amicale des EM du Bloc républicain prend ainsi le ferme engagement de contribuer à l'enracinement de la démocratie et au climat de paix, tout en œuvrant pour un Bénin meilleur. Un engagement pris devant plusieurs leaders du BR. Cette rencontre a permis au député Chantal Aï et ses collègues du Bloc républicain de mieux expliquer aux émigrants les atouts du système partisan afin qu'ils partagent à leur tour la bonne et l'information juste avec les populations. Nous mettons un accent particulier sur le système partisan parce que il faut que les populations comprennent. Il faut que les acteurs majeurs de la vie publique et même de la vie sociale puissent comprendre cette réforme-là pour pouvoir l'accompagner. Ça facilite en tout cas la percée du message sur le terrain. Ça facilite la compréhension et l'adaptation qu'on peut avoir de ce message-là. Comme vous le savez, le Bénin est composé à environ 80% d'analphabètes. Et donc ces personnes, on peut leur mettre tout et rien dans la tête. Et nous sommes là pour leur apporter la vérité, leur expliquer ce qui se fait. Et que ce qui se fait, non seulement est pour le pays, mais c'est aussi pour eux-mêmes et leurs enfants. À travers cette rencontre d'adhésion couplée de la sensibilisation autour du système partisan, le Bloc républicain vient de marquer un point de plus sur l'échiquier politique. Dans le rang des nouveaux adhérents, comme dans le camp d'accueil, le mot d'ordre est la Fédération des énergies. Ça montre que tous les hommes du littoral font bloc derrière la Bloc républicain et surtout derrière Mme Aï. À 80%, les Béninois sont analphabètes. Et quand on voit une majorité de cette partie, c'est la corporation des EM. L'intoxication passait de là. Alors aujourd'hui, nous avons compris. On est tous contents du Bloc des EM, qui était RB hier, aujourd'hui sont Bloc républicain. Ça prouve que plus unis, on est plus fort. Avec le temps, ils vont voir le travail que les EM ont fait sur le terrain. Avec la réforme du président, le chef de l'État, ils verront que
ça vaut la peine de venir dans le Bloc républicain. Et nous sommes là aujourd'hui, non seulement pour les accompagner, mais pour aussi leur expliquer le bien fondé du programme d'action du chef de l'État. Ça veut dire que ce sont des acteurs pleins de l'animation de la vie publique et qu'ils comprennent la nécessité de la réforme et qu'ils prennent le train de la réforme en marche. C'est heureux. Chaque conducteur de taxi-moto ici présent ressort de la présente rencontre avec la détermination de jouer désormais sa partition au sein du Bloc républicain pour accompagner le président de la République dans sa vision de faire du Bénin un pays prospère. Ils étaient au départ 562 candidats, mais à l'arrivée, 108 ont été retenus. C'est l'essentiel à retenir du test sportif du concours de recrutement qu'organise le gouvernement au profit de la police républicaine dans le département du Mono. Cette étape sportive s'est déroulée vendredi à Lokossa. Les précisions sont avec Geoffroy Messan et Florent Dou. C'est parti pour 4 km de course. Les participants sont des candidats à l'entrée au sein de la police républicaine. Et cette course est une étape du processus de recrutement lancé par le gouvernement du président Patrice Talon afin d'étoffer les rangs des flics et aussi lutter contre le chômage. Je crois que d'entrée, on peut déjà retenir que nous sommes à l'ère de la police républicaine. Et comme vous le savez, la police républicaine est née de la fusion de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Et depuis que nous avons commencé le processus, nous sommes pratiquement au premier recrutement. Donc nous pouvons dire que nous sommes en train de recruter des policiers républicains de race pure. À l'année prochaine. Merci d'avoir accepté de participer. La course s'est déroulée en 2 phases. Il y a une phase masculine et une phase féminine. Peu avant le top départ de la course, des consignes ont été données et des conseils prodigués. Ce qui se déroule ce matin est empreint de la transparence la plus totale. Et vous devez savoir que vous êtes les premières à subir cette épreuve-là. Nous sommes à l'ère de la rupture et vous savez que c'est pour la première fois que on organise un concours de ce genre. 562 candidats, hommes comme femmes, dont 4 démobilisés ont pris part à cette étape sportive de ce concours de recrutement au profit de la police républicaine. 100 candidats chez les hommes et 8 chez les dames ont été retenus à l'issue de la course, plus les 4 démobilisés de sexe masculin. Du point de vue organisationnel, je vais quand même dire que c'est très bien organisé. Donc il y a même des caméramans qui étaient à l'arrivée et qui étaient en train de voir l'ordre d'arrivée. Donc du point de vue organisationnel, tout s'est bien passé et je peux avouer qu'il y a la transparence. Généralement, c'est qu'il n'y a plus de travail. Eux aussi, parmi mes amis, ils ont eu de compétir pour voir si ça va donner. Et Dieu merci, ça a marché. J'espère être parmi ceux qui vont défiler le 1er août 2020. Ça s'est bien passé. Seulement qu'on aimerait prendre au moins, qu'on sélectionne au moins 10 filles parmi nous, mais tel n'a pas été le cas. Nous sommes des policiers républicains et nos habitudes souvent, c'est que nous essayons d'éloigner les curieux de nos positions. Mais cette fois-ci, nous avons été larges, nous avons laissé la main à la population de suivre un peu ce qui se passe. En plus de ça, vos caméras étaient là, bien entendu, et vous avez pris des images. Et ce ne sont que les candidats méritants qui ont été retenus. Le prochain rendez-vous, c'est dans les semaines à venir. Les candidats retenus seront appelés à prendre part à une phase écrite avant de boucler la boucle avec la phase de visite médicale. Je l'annonçais en titre, chez les adeptes du culte Mamidan, on parle désormais d'une même voix. Après la crise, c'est la réconciliation, ceci à travers la tenue du congrès extraordinaire samedi dernier à Cotonou. Au thème des travaux, la présidente Davi Kossi cède son fauteuil à Togbe Bembeza qui place son mandat sous le signe des défis à relever et la réussite. Action Kanyasongo.
Le samedi 15 février entre dans l'histoire des religions endogènes du Bénin avec le congrès extraordinaire qui a consacré un nouveau bureau de l'Association des adeptes de Mamidan. Ce conseil national exécutif est désormais présidé par Togbe Bembeza en remplacement de David Possi, devenue présidente d'honneur. Le nouveau conseil est conscient des nombreux défis qui l'attendent. Le premier travail qui est primordial, c'est la réconciliation dans le fond et dans la forme. La réconciliation entre nous les prêtres traditionnels, entre nous les adeptes. Je sais que c'est un travail qui est difficile. Les divinités vont nous aider à accomplir cette mission. Au début des travaux, le conseiller technique à l'organisation du congrès, Togbe Tofodi Wallace, a rappelé le caractère extraordinaire des assises. Selon lui, cela se tient dans un contexte de post-crise qui avait divisé le Conseil exécutif national. Aujourd'hui, il est question de conjuguer au passé cette crise. La nouvelle équipe devra travailler à assainir la communauté, renforcer les capacités des ressources humaines, gérer l'association dans les règles de l'art, veiller à l'application des tests et à la transparence dans la gestion financière de l'association. Le travail à faire pour réussir le mandat qui vient de commencer est la réorganisation des pratiques du culte. Ce qui est là qu'il faut faire, c'est de rassembler tout le monde, régler les petits problèmes, mettre en place un comité qui va travailler avec moi, qui peut travailler avec moi et régler les problèmes les plus pressants. Et les problèmes les plus pressants, je vais dire que c'est la réconciliation de nous tous qui est le plus important parce que l'association est unique. Avant l'élection, les congressistes ont fait le bilan de gestion du conseil sortant, la relecture des tests fondamentaux. Occasion aussi pour eux de procéder au renouvellement des organes statutaires et d'adopter des résolutions et recommandations. Autre volet de l'actualité dans ce journal qui constitue la première partie de ce grand format, l'unité de dialyse du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutkoumanga de Cotonou a reçu un don de matériel médical vendredi. Ce service éprouve d'énormes difficultés à prendre en charge efficacement les malades souffrant d'insuffisance rénale. Informés de la situation, un ensemble de personnes ont décidé d'apporter leur contribution pour améliorer le plateau technique de l'unité de dialyse. Reportage. Ils appellent leur groupe Solidarité Dialyse Bénin. Des membres de la diaspora associés à d'autres personnalités vivant à l'intérieur du pays offrent ces kits de dialyse et ces produits indispensables pour administrer le traitement aux malades souffrant d'insuffisance rénale. Objectif, amoindrir les décès liés à un manque de moyens financiers et matériels. Ces kits que vous voyez seront utilisés par des dialysés qui n'ont pas encore la prise en charge. La prise en charge de la dialyse, ce n'est pas une affaire de 10 000, 20 000, 100 000. Si l'intéressé commence la dialyse, il la fait à vie. À moins qu'il arrive à trouver un rein d'un donateur qui lui permet maintenant encore de vivre. Ou si Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, écoute sa prière et ses reins reprennent vie. Nous saluons cet effort, nous remercions les donateurs et nous leur assurons que les kits et les cathéters offerts à ces malades seront utilisés à bon escient. En décembre 2019, le président de l'association Dialyse Vie déclarait qu'aucune prise en charge n'avait été délivrée depuis janvier, suivie d'une pénurie du produit indispensable à la survie des cas chroniques d'insuffisance rénale. Son déplacement chez le président de l'Assemblée nationale pour solliciter sa médiation est parvenu au résident béninois de l'Hexagone. Au fait, j'ai vu le président de l'association des dialysés aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour poser le problème des dialysés. C'était pendant Noël. Et j'ai eu l'idée de créer un forum et de demander aux Béninois de la diaspora de faire parler leur cœur pour que ça ne soit pas seulement les Blancs qui viennent au secours de nos frères en Afrique. Et voilà, donc tous ceux qui ont été sur le forum, on était au total peut-être une vingtaine. Et puis voilà, ils ont fait parler leur cœur. Et puis même le professeur Vigan
a fait sortir quelque chose de sa poche pour qu'on puisse être là. Donc, je ne vais pas parler longtemps. On a eu une liste des gens qui ont fait le don, on va le remettre. L'idée qu'on a commencé aujourd'hui, c'est de permettre aux Béninois de la diaspora de penser à leurs frères qui sont au pays. L'ambition du groupe Solidarité Dialyse Bénin est de mobiliser les médecins béninois en France pour un retour des compétences au pays. Une cause qui se veut apolitique et dont la concrétisation pourra permettre à l'État d'avoir à portée de main une main-d'œuvre qualifiée après l'achèvement de la construction des grands hôpitaux modernes. Célébration de la journée mondiale de la radio au plan national. L'édition 2020 s'est déroulée jeudi dans la ville de Lokossa à travers Radio Mono La Voix de Lokossa, une célébration placée sous l'égide de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Thème de la journée, nous sommes la radio, nous sommes la diversité. On en parle avec Geoffroy Messon. À l'honneur, durant toute cette journée du jeudi 13 février, dans la ville de Lokossa, les radios communautaires du Bénin. À travers leur fêtière, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, elles se sont donné rendez-vous ici à l'occasion de la journée mondiale de la radio pour se faire mieux connaître du grand public. Une journée placée sous le thème « Nous sommes la radio, nous sommes la diversité ». Le Bénin s'unit en ce moment solennel qui consacre la journée mondiale de la radio. Nous voyons comment la radio permet à un grand nombre de personnes de se prononcer sur les questions d'actualité. Célébrer donc la journée mondiale de la radio, c'est en réalité célébrer la démocratie et la liberté. Bien entendu, cette liberté a pour socle la responsabilité. La radio locale qui, l'instant de cette journée, accueille ses pairs est Radio Mono, La Voix de Lokossa. Elle émet sur la 106.7 en modulation de fréquence sur un rayon de 50 km de Lokossa et balaie les départements du Mono et du Koufo. Par la liberté qu'elle offre, la radio est ainsi un moyen unique de promouvoir la diversité culturelle. C'est la raison pour laquelle le gouvernement et son chef, son Excellence Patrice Talon, soutiennent activement ces radios et font en sorte qu'elles puissent se développer. Et il convient de saisir l'occasion de cette journée pour signaler à l'attention de cet auditoire qu'il y a un programme de renforcement de capacités matérielles qui a été mis en place au profit des radios communautaires de notre pays. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, c'est un regroupement de 39 radios communautaires installées dans tous les départements du Bénin. Si au plan international, la JMR est à sa 39e édition au plan national, il s'agit de la 4e édition placée sous l'égide de la FERCAB. Du haut de cette tribune, je félicite et encourage une fois encore toutes les radios du Bénin et celles du département du Mono en particulier pour la part très active qu'elles prennent au développement de notre commune nation. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer du haut de cette tribune un vibrant appel aux autorités, au pouvoir public béninois, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et les ministères en charge de la communication et des finances, afin que les radios de proximité, à travers la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB, puissent bénéficier d'une aide directe, comme cela se fait dans plusieurs pays de notre sous-région. Sotel Wessou, promoteur de Radio Mono, La Voix de Lokossa, a présenté à l'assistance le résultat du projet de réalisation du flambeau de la JMR par la FERCAB. Un flambeau que voici qui devra à l'avenir faire le tour des villes où la JMR sera célébrée à travers des passages de témoins.
De Lokossa, direction maintenant Pao, c'est un arrondissement de la commune de Ouida, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Cotonou. Cette localité est réputée pour un mets particulier. Le kandi, c'est un aliment très aimé dont les bonnes dames font la commercialisation. Un point de vente particulier, le marché de Pao, où les vendeuses se retrouvent très nombreuses pour la proposer aux clients. Un tour donc dans ce marché avec Asyomo Kani Asyomo. Kandi, c'est l'aliment le plus prisé ici dans l'arrondissement de Pao, commune de Ouida. À base de maïs et d'un goût à la fois mi-salé et mi-sucré, il est vendu à tue-tête au niveau du marché, longeant la route inter-État. C'est aussi l'aliment préféré des usagers ainsi que des voyageurs dont la route prend par cette localité. Les enfants adorent le kandi. Donc quand nous venons ici dans le marché, on en achète avant de repartir. Ils trouvent ça délicieux et en mangent bien car cela leur apporte un certain bonheur. Ils y trouvent un goût sucré. Même nous les adultes en consommons. La préparation de cette nourriture suit un processus relativement long, mais sa cuisson un bout de temps. Il est vite rassasiant quand il est associé avec de petites galettes appelées atakle cuites à l'huile rouge. Le kandi est obtenu à partir du maïs que nous amenons au moulin. Après, nous débarrassons la farine des déchets avant de retourner au moulin pour un autre passage. Une fois l'étape faite, nous rentrons pour commencer la cuisson. Mais avant, nous y ajoutons un peu de sucre, du sel et du levain. Et c'est après que nous faisons les boules que nous mettons au feu. Lorsque vous prenez une boule de kandi plus une galette et vous buvez un peu d'eau, vous êtes rassasié et ce jusqu'à midi. Emballé dans des feuilles naturelles, il est confondu à de l'acassa à la différence de la pâte qui est dure et de son goût. Sa commercialisation remonte au temps lointain. Le kandi était une source de revenus et de richesse pour les vendeuses. Nous vendions beaucoup et avec les recettes, nous entretenions nos enfants, notre époux et nous-mêmes. Nous faisions de grosses recettes, mais maintenant, nous n'y arrivons plus parce qu'il nous est difficile de trouver de place au bord de la voie ici. Nous sommes souvent renvoyés d'ici et les clients viennent nous manquer. Les vendeuses ne souhaitent qu'une chose, que les autorités leur garantissent leur place dans ce marché et les aident ensuite à faire la promotion de ce produit. La BOA Bénin a clôturé la célébration de ses 30 ans d'existence par un dîner offert à ses clients partenaires. C'était mercredi dernier à Cotonou, occasion saisie pour revisiter ensemble le parcours de la banque, ses prouesses et ses perspectives. La direction générale de la Bank of Africa n'a pas manqué de prendre de nouveaux engagements vis-à-vis de sa clientèle, lesquels engagements se résument à des services et prestations de qualité pour plus de satisfaction de la clientèle. Reportage. C'est un dîner entre la BOA Bénin et ses partenaires clients. Les deux parties fêtent ensemble 30 ans de collaboration, faite de défis et de satisfaction mutuelle. Et à cette soirée qui a permis de souffler la 30e bougie, la BOA Bénin et ses clients se retrouvent pour prendre de nouveaux engagements. Le premier défi pour Bank of Africa, c'est le défi réglementaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Bank of Africa est considéré comme un établissement bancaire d'importance systémique qui donc fait d'elle une grande banque aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional, qui impose à elle justement certaines rigueurs en matière de gestion, certaines rigueurs également au plan réglementaire. Le deuxième défi, c'est le défi commercial. Alors ce défi commercial, c'est préserver d'abord ses parts de marché, cette position de leader qui doit être vaille qui vaille préservée, qui va demander de nous d'être à la hauteur de toutes les attentes, de l'attente donc de nos clients. Pour le reste de l'aventure, la Bank of Africa Bénin envisage gros au profit de sa clientèle. L'établissement bancaire se propose de mettre les petits plats dans les grands en vue d'impacter l'économie béninoise et favoriser l'éclosion des entreprises partenaires.
La banque de demain, elle est dans le téléphone portable. Elle n'est plus dans l'agence. Donc c'est un must-have. On doit être là-dedans. Donc on va apporter des améliorations. On a déjà ouvert des canaux digitaux qui commencent à fonctionner, aussi bien pour les entrepreneurs et les entreprises que pour les particuliers, qui est un autre outil. Et les services, on a apporté les essentiels. Aujourd'hui, on a apporté la Renault. Demain, on vous apportera la BM. Après-demain, la Ferrari. La BOA est un groupe d'une importance capitale. Le gouvernement a la BOA dans le cœur et avec ces 30 ans, après ces 30 ans de parcours élogieux, nous souhaitons encore plusieurs décennies de vie à la BOA et pourquoi pas une vie éternelle. Je vous remercie. La Bank of Africa Bénin offre des produits innovants et diversifiés. Elle se place en position de leader sur le marché bancaire béninois et entend travailler pour maintenir sa renommée. Merci à vous, Wahab Alipara, pour ce reportage. Et c'est avec vous que prend fin l'acte 1 de ce grand format. On va maintenant changer de dimension. Dans un instant, j'ouvre le plateau invité pour recevoir en premier le professeur Théophane Aïe. Il est le promoteur de l'Université Gaza à formation. Il vient nous dévoiler la feuille de route de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, un creuset porté sur les fonds baptismaux il y a quelques jours pour mettre fin à la divergence de voix et d'actions qui prévalait au sein des associations des écoles privées d'enseignement supérieur. Mais avant, une pause s'impose. Voici le ZAP 3 signé Wahab Alipara. Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. 'Cause this is Africa. LBM. Le carrefour des grandes marques. Les élèves accourent vers les vendeuses de nourriture quand sonne l'heure de la récréation à l'école primaire publique Godomé Centre. Une équipe en tenue les attend pour apaiser leur faim pressante. Certains apprenants préfèrent le pain, d'autres la bouillie parce que de l'autre côté, il y a à redire sur le couvert. Non, mais on ne me dit pas de laver les mains. On ne me sert pas dans papier. Quand les gens sont venus ici, et c'est ça qu'on nous vend dans sachet. On a dit que de ne plus nous vendre dans sachet, que de nous vendre ça dans papier. Lorsque vous allez là-bas et que vous allez dans le même lit que quelqu'un a laissé, il laisse une sorte d'aura dans le lit. Quelqu'un de violent est passé dans le lit quelques minutes avant vous. Vous allez dans ce lit, vous ramassez tout ce qu'il a de bien. La plupart du temps, vous ramassez tout ce qu'il a de mauvais.
La dernière intervention du monsieur qui dit que lorsque vous y allez et que quelques minutes auparavant il y avait un monsieur violent qui a pris par là et que vous-même vous venez vous installer, vous ramassez tout ce qu'il a laissé de négatif. Oui, je comprends ce qu'il dit et je voudrais mettre ça sur le poids de son âge pour dire qu'il a l'expérience de la vie et qu'il ne faut pas le contredire pour autant. Mais ma question, si c'était à moi, il faisait pas, c'est de savoir, parce qu'il a dit tout à l'heure que si c'est un monsieur violent qui est passé là, vous ramassez tout ce qu'il y a de négatif. Je voudrais savoir si par exemple c'est un riche qui est passé par là, est-ce que j'allais ramasser toute la richesse, devrais-je devenir riche et autres, parce que c'est un peu comme si tout ce que la personne a laissé, comment dire, tu places, que ce soit s'il est mauvais, vous ramassez le mauvais, s'il est riche, ou bien s'il est bon, voilà, vous ramassez. Vous comprenez très bien. Donc, un DG passe par là, ou bien un ministre. Non, mais tous les DG sont pareils. Voilà, vous comprenez. Bon, peut-être vous ressortez. Le chambre de passage, c'est un lieu de repos. Parce que si tu es dans ta maison et tu es ennuyé par les enfants, tu vas chercher là où tu vas aller reposer. Vous y allez seul? Non, moi je n'ai pas trop aller chambre de passage, je n'aime pas trop. Chambre de passage, c'est pas aller baiser, aller faire chose là, non. Il y a des gens, par exemple, moi, si j'ai un souci, et je n'aime pas dormir à la maison, je vais voir une chambre de passage, moi seul, je repose, je réfléchis bien. Si je suis dans une création, et je vais créer quelque chose, je prends mon voiture, je vais partir à Bobomé, je lui loue une chambre de passage, et je reste et je réfléchis. Justement, si les gens continuent de fréquenter ces lieux, et il y en a qui sont des vétérans, des abonnés, et qui doivent revenir par la suite, mais je pense que c'est déjà au niveau du client d'arriver à faire pression sur les responsables de ces chambres-là pour améliorer la prestation. Quand il le décrivait tout à l'heure, Nagui Balagwe, dans sa chronique, il nous parlait de Papa Salomon, qui répond par Shalom, qui ne fait que parler de Dieu. Mais derrière ce visage angélique se trouvait un disciple de Satan qui déflorait à Papa Salomon, vous avez dit, Papa Salomon de mon œil. Papa Salopa, oui. Oui, franchement, je dirais que c'est un sauvage des temps modernes, n'est-ce pas, qui a juste la posture d'un humain ou bien la robe humaine, mais franchement, c'est un animal. Juste à s'intéresser à l'âge des enfants. La plus âgée à 7 ans. Pas partis qui ne sont pas attributaires de siège. Oui. Quelle interprétation vous faites? Et si au cas où il n'y aura pas attribution de siège dans cet arrondissement, quand est-ce qu'il y aura la reprise des élections partielles? Il y aura attribution. J'insistais sur le fait qu'il y a un élément sur lequel on n'a pas encore mis l'accent, c'est l'élément du 10%. Je crois que, je ne sais pas si les résultats des partis le font en termes, je dirais, d'information aux populations à la base. Parce qu'il va s'agir de ce que, eh bien, au terme des élections, que peut-être un candidat X d'une localité bien donnée et peut-être a eu le suffrage normal dans sa zone, et qu'au nom des 10%, que ce ne soit pas lui qui soit élu parce que son parti n'a pas réuni les 10%. On a fini avec ça déjà. On a fini avec ça. Il n'y a plus de sièges. Non. Il y a quoi? La loi. Attendez, le CB va expliciter. Oui. La loi. Prends le micro. Je crois qu'il ne faut pas... Excusez-moi, Du calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque pour les législatives, la Sénat avait présenté son algorithme. Dès lors que la loi dit qu'il faut 10% avant d'être qualifié, il est évident que ceux qui n'ont pas 10% ne participent pas à la répartition des sièges. Oui. Ça c'est clair. Il est évident également que ce sont les voix de ceux qui ont eu les 10% qui vont être considérés pour répartir les sièges. C'est de ça qu'il s'agit. Non? Ah, comment? Oui. La question de 10%, vous savez, c'est-à-dire même y compris pour les bloquistes qui ont voté les lois, ça reste un gros défi pour eux. C'est-à-dire pour réaliser les 10% aujourd'hui, dans le contexte actuel d'une élection ouverte, inclusive, je crois que ce n'est pas gagné d'avance.
Au nom de Moël Bénin, qui est un parti qui n'a pas participé au vote de cette loi. Mais je voudrais offrir une consultation gratuite à mon frère et ami, Augustin Amabouabla, qui appartient à un parti qui a participé au vote de la loi. Dans le cas d'espèce, lorsque les partis qui n'auraient pas eu 10% auraient été disqualifiés, les 40 000 voix dont vous parlez sont considérés comme des bulletins nuls. Donc ne comptent pas dans le suffrage réellement exprimé. Voilà, c'est que les partis partent avec les voix qu'ils ont obtenues localement. C'est ce que vous avez voulu pour le pays. Merci. Pour votre sécurité, Microland Informatique vous propose Hikvision. Découvrez désormais chez nous des solutions de sécurité ultimes à travers des options de la vidéosurveillance, transmission et affichage, et également des solutions de contrôle d'accès avec des options de sixième sens, alarme et intercom vidéo. Venez découvrir toutes nos solutions de sécurité adaptées dans tous nos showrooms. Micam Technologies, élue meilleure entreprise de solutions technologiques et des services numériques. Nos départements Microland, Neo Electronics et Allomobile. Contact 95 95 28 24. Fin désormais des divergences observées dans le fonctionnement des associations des établissements privés d'enseignement supérieur pour relever le défi d'un enseignement supérieur de qualité conformément à la vision du chef de l'État Patrice Talon. Les promoteurs des écoles privées d'enseignement supérieur ont décidé de fédérer leur énergie et parler d'une même voix pour plus d'efficacité et de dynamisme dans les actions. C'est ainsi que le 7 février dernier, l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur a vu le jour avec l'élection d'un bureau d'une dizaine de personnes pour la conduire. Quelle est donc sa feuille de route, ses objectifs et ses défis? Pour répondre à ces questions, j'ai sur ce plateau le professeur Théophane Ayi, promoteur de l'université Gaza Formation. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, professeur, dites-nous pourquoi est-ce qu'il était nécessaire donc, pour toutes ces écoles donc, privées d'enseignement supérieur de parler d'une même voix? Alors, vraiment, la question a été bien posée et je crois que dans votre introduction liminaire, vous avez bien dit selon la vision du président du gouvernement et surtout du président Patrice Talon. Vous savez, quand vous commencez par travailler avec quelqu'un et ça fait 3 ans, vous finissez par comprendre ses façons de travailler, ce qu'il veut, et vous êtes obligé d'aller dans ce sens-là pour que les choses avancent vite. Premièrement, quand nous prenons l'AIC, on a vu comment l'association a été montée et comment il travaille à la date d'aujourd'hui. J'ai la chance aussi d'être du côté des pisciculteurs. Et nous sommes à pied d'œuvre au niveau des pisciculteurs pour une association nationale pour parler d'une seule voix avec le chef de l'État, avec le ministère de l'Agriculture. Mais pourquoi pas ne pas aller au-devant des choses pour fusionner et aussi avoir une association aussi représentative plus représentative que divisée et aller négocier directement les choses qu'il nous faut avec le gouvernement. Voilà la première raison. La seconde raison, qui est non moins importante, j'ai été élu et installé au CNE en tant que représentant des EPS au CNE. Alors, il faudrait faire la part des choses. Est-ce qu'il faudrait que je sois encore permanemment au niveau des EPS ici, en train de soulever les problèmes que j'irai résoudre au CNE, je pense que, au Conseil national de l'éducation, je pense qu'il faudrait que moi, Théophane Ayi, je prenne de la hauteur. Et prendre de la hauteur, c'est travailler à une association qui serait un interlocuteur valable, uni et qui parlera à l'unisson avec le CNE et avec le gouvernement ou avec le ministère. Voilà les 2 raisons essentielles qui ont permis de faire ça. Donc ça me permet, si vous voulez, d'être absolument dégagé, de prendre de la hauteur, j'insiste, pour pouvoir être au niveau de l'institution et au niveau des 2 institutions, si vous voulez. Voilà. Très bien. Comment est-ce que ça fonctionnait avec les associations qui existaient? Auparavant, nous avons environ 3 associations
c'était le FGU dont je faisais partie, Forum Grande École et Université. Nous avons l'AUPB dont je fais aussi partie, qui est donc l'association des universités privées du Bénin. Nous avons le PPS qui est le patronat des établissements privés donc du Bénin. Et tout récemment, avec les résultats des agréments que nous sommes en train d'attendre et d'analyser, nous avons vu naître une autre association à SIC, si je prononce pas bien, je prononce quand même bien, je pense, c'est ASEC qui vient de naître et avec qui il faut encore compter. Donc ça nous fera 4 associations au départ. Bien, ces 4 associations avaient leur représentation au ministère dans toutes les réunions et à côté de moi, bien entendu. Bien. Mais je pense que 4 associations défendent les mêmes problèmes avec des points de vue soit légèrement différents ou totalement différents, ce n'est pas intéressant. Il faudrait qu'on se réunisse dans le même creuset, que nous uniformisons nos points de vue au départ, avant, je dirais pas avant d'aller affronter ou avant d'aller discuter avec le ministère ou avec le CNE ou avec qui de droit. Mais on attend les structures qui vont nous interroger, les structures vers lesquelles nous irons, et désormais, nous parlerons au nom de l'UNEFS au Bénin. Alors, comment êtes-vous parvenu à fusionner toutes ces associations? Parce qu'on sait très bien que c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt, ça c'est vrai, mais contrairement à ce que les gens pensent, les ennemis d'hier devenus frères aujourd'hui, la chose a été très 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 bien faite. J'ai conduit cette fusion et je pense que j'ai pas eu du mal à arriver au bout. J'ai pas eu du tout de mal. Pourquoi? Parce que le besoin se faisait sentir. Ce qui nous divisait, c'était l'examen national. Et on s'est tous réunis là-dessus. Nous l'avons fait pendant 3 ans. Il est question de l'analyser désormais et de dire est-ce qu'on continue ou on ne continue pas. Et dans ces conditions, on a besoin d'unifier nos voix et d'aller de l'avant. Alors, donc le besoin se faisait sentir. Le PPS était demandeur, le FGU est demandeur, l'AUPB est demandeur. Je n'ai fait que rassembler, diriger, orienter et mettre sur place la fusion. J'aime pas dire la fédération. La fusion. Alors, l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur a été créée, c'est désormais chose faite. Quelle est sa mission? Alors, la mission de l'Union nationale des EPS, si vous voulez, est très claire. C'est d'abord, ça se voit au niveau donc, de la structure du bureau qui rassemble 3 grands vice-présidents. Et parlons-en. Le premier vice-président, c'est donc, il est chargé de l'académie et de la recherche. Et je pense que c'est notre premier point. Nous sommes là pour enseigner, faire de l'enseignement universitaire. Donc, nous devons parler de l'académie. Nous avons des universitaires parmi nous. Nous avons des écoles technologiques parmi nous. Nous devons aussi faire de la recherche. Deuxième point. On a besoin de se faire entendre aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Nous avons besoin de partenariats et de participation, de concours avec l'extérieur pour pouvoir avancer. Et nous savons qu'avec le deuxième vice-président, qui est chargé donc du partenariat et de la coopération, nous pouvons aller très loin sur le plan national que sur le plan international. Le troisième vice-président, tenez-vous bien, c'est un vice-président chargé de l'éthique, du moral. Et ce troisième vice-président a peut-être du pain sur la planche, comme les autres d'ailleurs. Il faut que nous arrivions à donner l'exemple nous-mêmes et que nous nous auto-sanctionnons pour ne pas donner l'occasion aux autres de nous sanctionner. Nous devons avoir nos règles de conduite au niveau de l'éthique, au niveau de la morale, et donc nous devons sincèrement faire désormais que la confiance que les gens commencent par avoir en nous soit une confiance durable. Et c'est pour cela que le rôle du troisième vice-président est prépondérant. Vous n'allez pas voir, c'est pas facile de voir des associations qui naissent avec cette rubrique-là, et je rajouterai en plus donc de l'éthique, la qualité. Donc les problèmes de contrôle qualité, l'avancement par contrôle qualité, c'est des choses qui nous reviennent
Exactement. Donc, les 3 postes de vice-président que je viens de décrire vous donnent notre mission. Désormais, avec qui discuter? Nous discutons, l'association discutera avec tout le monde. Je ne dirais plus nous discuterons avec tout le monde. C'est vrai que je suis le représentant, je me suis mis un peu au-dessus, comme je viens de vous le dire. Nous avons des contacts, nous avons des discussions, nous avons des points de vue, mais on ne va pas faire le pyromane et le sapeur-pompier à la fois. Donc, à partir de ce moment, les problèmes qu'ils ont sont mes problèmes. Je leur fais confiance pour la résolution dans les meilleurs des cas, vu le bureau que nous avons mis sur pied. Ils pourront discuter valablement avec le ministère et valablement avec le CNE. Et dans ce cas, je serai là pour apporter mon eau au moulin. Je ne dirais pas pour défendre. Nous ne sommes pas là pour défendre. Le rôle du CNE est bien défini. Le rôle du CNE est bien défini et le président de la République, lors de l'installation, l'a bien clarifié. Et c'est en cela que, lorsque je me replie sur moi-même, pour pouvoir jouer ce rôle correctement, les collègues et moi, nous nous sommes entendus pour monter la fusion que nous avons réussi assez brillamment le 7 dernier dans mes locaux. Alors, dans l'immédiat, quels sont les défis qui s'imposent à cette union? Dans l'immédiat, le premier défi, c'est de se faire connaître, bien entendu. Donc, la semaine prochaine, le bureau demandera à rencontrer Madame la ministre. Le bureau va chercher à rencontrer le CNE et le bureau tient, je dis bien, le bureau tient à rencontrer le président de la République. Et nous ferons tout pour que le bureau les rencontre. À ce niveau-là, je les accompagnerai volontiers. Alors, est-ce que vous envisagez une collaboration entre l'Union et le Conseil national de l'éducation? Ah si, c'est-à-dire, à la limite, c'est moi le trait d'union. Oui. À partir de ce moment-là, plutôt que d'attendre que les choses vous tombent sur la tête, nous connaissons les grandes lignes de la réforme du président Patrice Talon. Nous avons lu le PAG. Nous savons ce qui nous attend, nous savons ce qui nous attend. Et à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas faire des propositions responsables en attendant que d'autres arrivent, bien entendu, dans la ligne droite du PAG. Nous savons tout ce qui nous attend. Merci à vous, professeur Théophane Aye, promoteur de l'Université Gaza Formation, et très bon dimanche à vous, professeur. Merci, bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous asseoir devant votre poste téléviseur ou si vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre site www.canal3television.com, à partir de votre smartphone, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches, le grand format sur Canal 3 à Bénin. Notre aventure a démarré depuis 13h et nous sommes sur la page invitée. Après donc, le professeur Théophane Aye, promoteur de l'Université Gaza Formation, c'est le maire de Lalo qui va prendre place par ici. Une partie de sa commune est sous le choc. Le feu a tout ravagé sur son passage et a laissé derrière lui des sans-abri. Quelle est actuellement la situation? On en parle avec William Fangweji, qu'on installe avec la complicité de mon réalisateur Augustin Vidéco. Une nouvelle étoile est née. Diva Events, salle des fêtes. Telle une étoile polaire, Diva Events salle des fêtes s'installe et promet d'être la lune dans ce domaine pour accueillir toutes vos manifestations et réjouissances diverses. Diva Events salle des fêtes est un duplex UP entièrement climatisé et doté de 3 formats de dispositifs. Du classique au VIP en passant par la moyenne, rien n'est laissé au hasard pour combler vos goûts. Optez pour Diva Events salle des fêtes, c'est relever le niveau de vos manifestations et de ce fait accueillir vos invités comme des rois. Mais attention, avant d'aller en salle de fête chez Diva Events, pensez aussi à vous habiller chic et tradi. C'est juste à côté. Vous y trouverez des confections chic et tradi, des tissus de toutes sortes et de qualité supérieure à des prix chics. Chez nous, tout est prévu pour vous et en un seul endroit. Donne-nous un peu de ton soleil. Nanou le reprend gentiment. C'est un don du ciel. Yeah. Comme vous, j'ai cœur qui bat, je respire. Diva Events salle des fêtes est installée à Étoile Rouge en allant à Ciné-Opéolois, non loin de la pharmacie Étoile Rouge. Téléphone 21 32 32 08 97 39 28 72. Diva Events, restez du côté sympa de la vie.
LBM. Le carrefour des grandes marques. Le grand format donc se poursuit. Le maire de la commune de Lalo donc ne sera pas donc avec nous malheureusement. Toutefois, le grand format va se poursuivre donc avec le magazine du grand format. Ce dimanche, nous irons à la découverte du village souterrain d'Agongwento, découvert en 1998 lors de la construction de la rocade Abomey Boycon Ketou. Vous allez le voir dans un instant. Ce site regorge des abris souterrains ayant servi de planque lors des luttes d'extension territoriale et de résistance. Outre les maisons souterraines, on y découvre également une diversité de ressources animalières et donc d'essences végétales ainsi que des divinités. Tout ceci fait l'originalité de ce site touristique que nous fait découvrir Imet Hélène Amonson. Témoignage des batailles d'extension territoriale ou de résistance, ces abris constituent pour les guerriers du Dahomey des cachettes. Elles ont été utilisées pendant les moments de lutte. Appelés Arwando en langue locale fond, ces abris souterrains ont été découverts lors de la construction d'une rocade par la société danoise Danida. Lors des travaux de construction de la route du projet Aboki, donc Abomey Boycon Ketou Lara, en 1998, l'une des machines que nous appelons communément ici bulldozer, c'était affaissé dans un souterrain. Donc la compagnie danoise qui était en charge de la construction de la route était revenue avec des grues faire ressortir la machine. C'est ce qui a donné le vaste trou que vous avez juste derrière moi. Et dès que cette machine a été ressortie du trou, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres entrées secondaires. Et les riverains ont dit à ces Danois que c'était des Arwando qui avaient servi de cachette pendant la guerre. Donc c'est comme ça que cette compagnie danoise a saisi l'ambassade du Danemark au Bénin, qui à son tour a saisi le gouvernement en son temps. Et puis de commun accord, ils ont décidé de mettre sur place un projet de fouilles archéologiques. Fruit de l'ingéniosité de leurs concepteurs, les maisons permettaient aux combattants de se mettre à l'abri, le temps de voir passer leurs ennemis avant de les surprendre par derrière. Elles ont aussi servi de base arrière en cas de repli tactique. Creusés dans une terre constituée d'argile et de fer, ces abris laissent encore transparaître les marques des outils rudimentaires qui ont permis de les réaliser. Des fouilles archéologiques ont conduit à la découverte de plus d'une cinquantaine sur un site érigé en musée à Boycon. C'est le village souterrain d'Agongwento. Situé en plein centre de la ville, le village fascine plus d'un de par l'architecture des abris qu'il comporte. Compte tenu de la datation des souterrains par les archéologues, nous situons ici l'histoire sous le règne du roi Agadia, donc au XVIIIe siècle. En sachant que sur le site, nous avons cet ancien Arwando, mais qui font partie d'un ensemble de plus de 1600 recensés en 1998. Et de nos jours, je pense que nous serons déjà au-delà des 2000, un peu éparpillés sur le plateau d'Abomey. Donc sur le site du musée, nous avons seulement 56. Le village souterrain d'Agongwento est établi sur un espace de 7 hectares. Outre les abris, le site regorge d'une diversité de ressources animalières et d'essences végétales. Il présente également des divinités qui sont les traces de l'appartenance religieuse des premiers occupants des lieux. Un culte que perpétuent aujourd'hui encore les descendants des prêtres vaudous de l'époque. Cette diversité de composition fait de ce musée plein air le seul du Bénin qui revêt un caractère original. Sur place, nous avons comme hôtel de divinité l'hôtel de la divinité Dan, qui est la divinité dans le panthéon vaudou qui donne la richesse. Nous avons l'hôtel de Torhuyo et de Aïzan. Torhuyo, c'est l'ancêtre totémique qui est vénéré et qui s'occupe de l'harmonie au sein de sa descendance ou de son clan. Le Aïzan, c'est la divinité qui est là pour purifier, qui aide à faire rayonner un site si c'est implanté là. Ensuite, nous avons l'hôtel de la divinité Legba qui s'occupe de la sécurité des villages, des marchés, de grands couvents vaudous. Donc il y a le Fa Legba, le To Legba, le Hun Legba et le Legba simple. Ensuite, nous avons un temple de vaudou, un temple de divinité Nesukwe où, entre autres, on peut voir le Torosu, l'hôtel de divinité Torosu dedans. Ces divinités sont sur place et la plupart sont installées même entre le 18e et le 19e siècle par la famille Gankosu, dont les descendants continuent de perpétuer le culte jusqu'à aujourd'hui. La gestion de ces parties revient toujours à la famille Gankosu,
qui est dépositaire de ces entités divines sur place. Nous avons au sein de la végétation plusieurs essences qui sont endémiques. Rovikwekwe, du fruit là, qui pousse à l'étape sauvage. Nous en avons plein sur le site. Nous avons beaucoup de plantes médicinales que certains même viennent demander. Et si on voit que l'essence, il y en a beaucoup sur le site, on leur permet d'en prendre. Mais s'il n'y en a plus, on les protège. Destination prisée. Il y a quelques années, le village souterrain d'Agongwento connaît aujourd'hui une baisse dans l'affluence des visiteurs. De 7000 les premières années de son ouverture, le musée n'accueille à nos jours plus que 2000 visiteurs pendant ces saisons touristiques et non touristiques. Une situation qui met à mal l'économie du site avec pour corollaire des difficultés de survie. En plus de tout ceci, le musée connaît de multiples autres problèmes. L'état de dégradation reste la principale difficulté déplorée par visiteurs et acteurs de gestion du site. À l'extérieur, on a l'impression que c'est un petit peu laissé, négligé, je ne sais pas, mais on ne s'en occupe pas beaucoup. On s'en occupe pas beaucoup, c'est dommage parce que c'est des vestiges, parce que c'est un lieu exceptionnel qui peut amener beaucoup de tourisme et qui pourrait aider, ce tourisme pourrait aider à l'entretien. Parce que s'il n'y a pas d'entretien du tout, il n'y aura plus aucun intérêt pour venir jusqu'ici. Les gens font céder les barbelés pour faire du site leur passage. Et à plein d'endroits, les gens finissent de préparer et renvoient les charbons ardents ou bien les cendres. Et le musée a subi des feux, des incendies un peu partout. Le site a besoin d'être renforcé au niveau des attractions touristiques à visiter sur place. C'est-à-dire réaménager 1, 2, 3 abris en plus par rapport à ce qui est là. Peut-être créer d'autres attractions telles que la mise en marche effective, ici abritant le jardin aux papillons d'alors. Et enfin, pourquoi pas recruter aussi du personnel bilingue, puisque nous sommes parfois confrontés à des visiteurs lusophones, anglophones et qui n'ont pas de traducteur. Répertorié forêt classée par le ministère de l'Environnement, le village d'Agongwento est un atout pour le développement touristique souhaité par le gouvernement en place. Mais pour jouer pleinement sa partition, le musée devrait en amont connaître des travaux de réaménagement et d'organisation. Voilà, c'était donc le magazine du grand format signé Imet Hélène Amoussou, correspondante de Canal 3 Bénin dans les départements du Zou et des Collines. Magazine qui nous fait découvrir le village souterrain d'Agongwento avec toutes ses potentialités touristiques. Imet Hélène Amoussou qui est déjà en ligne pour le complément d'information. Imet, bonjour. Bonjour Idrissou. D'abord, merci pour la réalisation de ce magazine très intéressant. Alors, le site touristique que vous venez de nous faire découvrir, est-ce que vous pouvez donc nous donner plus de précisions sur sa situation géographique? Oui, le village archéologique d'Agongwento, c'est un espace vert aménagé qui est situé à l'entrée sud de la ville. Quand on quitte Cotonou et qu'on prend le contournement de Sorokome en allant vers le nord, il est à votre gauche, à quelques mètres du parc à bus d'Agwangon. Plusieurs agents travaillent là. On a des jeunes, mais aussi des personnes d'un certain âge. Nombre d'entre eux connaissent l'histoire et vous la racontent avec force détail. Vous apprendrez par exemple que c'est un lieu secret d'initiation aux réalités non profanes de la vie. On vous dira aussi que c'est un espace militaire qui sert d'arrière-base camouflée pour surprendre les ennemis quand ils attaquaient le Dahomey. Quand vous voyez les abris, ce sont des trous de diamètre variable, des creux formés dans la chair tendre de la terre argileuse. C'est à la fois ingénieux et artistique. Et quel est le taux de fréquentation de ce village souterrain Imet? Le site accueillait à son ouverture près de 7000 touristes, nous a expliqué le guide, pendant ces saisons touristiques et non touristiques. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus qu'à 2000. Les raisons de cette baisse, selon le gestionnaire du site, sont diverses. Selon lui, les visiteurs sont pour la plupart des étrangers et donc, du fait des attaques terroristes, l'effectif des touristes en destination du Bénin a connu entre-temps de baisse. Du fait de la proximité de notre pays avec le Mali, il a soulevé le manque de projets clairs d'information et de communication. Il y a des natifs de Boïkon qui ne connaissent même pas l'existence de ce site. Et c'est le
le problème de l'ensemble même de nos valeurs touristiques et culturelles de façon générale. La mobilisation nationale pour l'intérêt de notre richesse souffre encore d'une planification, d'une organisation rigoureuse. Il a aussi évoqué le manque d'innovation pour faire revenir ceux qui sont passés une fois par là. Voir les mêmes choses tout le temps n'est pas forcément excitant et donc on comprend que les clients se raréfient dans ces espaces qui ont pourtant des originalités. Vous imaginez, vous, des trous multiséculaires, des techniques de guerre atypiques, des secrets de grandeur du peuple fond d'Abomey. Ce sont des choses à voir, à connaître et même à perpétuer. Alors, vous avez parlé de diversité de richesses animalières, culturelles et autres. Ce site était-il plus un temple que d'autres? Allô? Je disais que vous avez parlé de diversité de richesses animalières, culturelles et autres. Ce site était-il plus un temple que d'autres choses? C'est ce qu'on est tenté de dire, Idrissou. Mais il faut bien s'entendre. La guerre, les conquêtes, la violence, la recherche de la grandeur, qui sont les marques caractéristiques du peuple fond, ne sont pas sans une place importante consacrée à la religion. C'est ce qui peut expliquer ce qu'on est tenté d'appeler camp militaire. Est aussi en même temps un temple d'adoration et de communion avec les dieux. On a justement à ce propos rien que des divinités qui soit protègent, soit purifient les lieux en les mettant en connexion avec des forces supérieures capables de veiller et d'apporter la chance et surtout la force de l'invincibilité. Et on en connaît les résultats. L'histoire est là pour témoigner et les victoires à partir de ce site stratégique de lutte sont multiples, diverses et toujours riches les unes que les autres. Alors, avec la description que vous en faites, est-ce qu'on peut dire que c'est une société du Dahomey en miniature, Imet? Absolument. Côté religion, l'essentiel y est, de même que l'âme de vie de ce peuple. On y passe un temps très inspirant où les différentes batailles remportées grâce à l'existence de ce site prouvent l'ingéniosité de son idée et surtout sa place incontournable dans le système de défense d'un royaume qui ne voulait que grandir. Si rien n'est fait pour changer la donne de la raréfaction des clients et autres visiteurs sur ce site, sa paix n'est pas loi. Mais l'autre danger plus imminent, c'est l'absence d'un programme de prise en charge, de remise en l'état de ces sites de valeur. À la longue, il faut s'attendre à des lieux dépouillés de toute son histoire, de toute sa valeur, de toute son essence. Et pour ça, c'est non seulement le Bénin qui perd, mais aussi l'histoire de l'humanité qui en prend un coup. Abomey n'est pas uniquement pour les Aboméens. Abomey est une valeur universelle. Une dernière question pour vous, Imet Hélène Amousso. Que fait l'équipe pour arrêter cette dégradation qui menace ce site touristique si riche? Je crois que l'équipe sur place fait de son mieux à travers les petites recettes qu'ils font. Ils essaient d'entretenir encore ce qu'ils peuvent encore entretenir. Et je crois qu'il faut un recyclage aussi des acteurs qui servent sur les lieux. Le danger qui accrue ici va au-delà même des moyens et capacités des employés du site. Il faut un programme national intégré pour résoudre le problème, l'érosion, les aléas du climat et ses caprices, et les actions anthropiques, la montée de la démographie et les besoins des populations sont autant de choses à évaluer pour réduire, à défaut d'arrêter complètement les influences négatives sur le devenir de ce site. Il faut franchement des actions courageuses et on espère qu'avec le groupe prononcé actuel de la promotion touristique, les choses vont changer dans le bon sens. Merci beaucoup à vous, Imet Hélène Amousso, pour ce magazine. On espère que les autorités en charge du tourisme prendront toutes les dispositions qui s'imposent pour donner un autre visage à ce site touristique. Bonne journée à vous de l'autre côté de Boycon. Bonne journée à vous aussi. Le dimanche prochain, le magazine du grand format nous conduira dans les départements du Borgou et de l'Alibouri avec Mouda Chirou Akapo.
Mesdames et messieurs, on va observer une autre pause et juste derrière, c'est le décryptage de l'actualité avec mon invité média, Josaphat Da Bolino, est le chef au bureau Afrique de Hémicycle d'Afrique, le site spécialisé dans les informations des parlements et conseils communaux d'Afrique. C'est avec lui que nous allons passer en revue les grands sujets qui ont fait la une des journaux cette semaine. Mais avant, voici la revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alossé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février dernier, des individus s'en sont pris au poste de police de Kérémou au nord du Bénin. Bilan, un policier de tué et des dégâts matériels selon le quotidien Fraternité qui précise que ce sont des braconniers qui ont semé la terreur à Kérémou, une bourgade de Kandi au voisinage du parc W. Et la peur, poursuit le journal, s'est aussitôt propagé à l'aide des réseaux sociaux, sachant qu'à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso, il règne le terrorisme. Se déplaçant à moto, détaille le Canard, des individus ont été aperçus dans les environs et s'étant rendus compte qu'ils ont été repérés par les policiers, ils ont ouvert le feu. La riposte des agents, explique le journal, les a contraints à replier avant de revenir mettre feu à la cabane qui sert d'abri. C'est ainsi que l'un des policiers qui se trouvait à l'intérieur a été tué dans les flammes. Un autre blessé par balle, lui, a été admis à l'hôpital, ajoute Fraternité. Et à travers un communiqué de presse signé du chef service et relations publiques, le commissaire principal Roger Tawès rapporte le matinal, les assurances sont données aux populations quant à la maîtrise de la situation avec une présence renforcée des forces de sécurité et de défense. Et dans la foulée, Fraternité nous informe d'un cas de braquage à Niki et à Kandi. Bilan de l'opération, 1 mort et 4 millions de francs CFA emportés, précise mon confrère. L'autre grosse actualité de la semaine, c'est la visite de Sefou Fagbohun au chef de l'État. Et l'information a fait la une d'une bonne partie de la presse. Tractation politique affiche La Nation en gros titre. Sefou Fagbohun chez Patrice Talon. Le richissime homme d'affaires a été reçu par Patrice Talon avec beaucoup d'égards, rapportent les publications. Selon le journal L'Observateur, les deux personnalités ont essentiellement échangé sur des sujets d'intérêt politique et subsidiairement des affaires. Ces deux hommes représentant deux différentes générations du monde des affaires. Mais au-delà du contenu de leurs échanges, le quotidien Le Challenge voit dans cette visite un exemple de réconciliation au sein de la classe politique. À en croire mon confrère, cette rencontre met fin à plusieurs années d'adversité et d'opposition entre ces deux hommes qui viennent de concrétiser la paix des braves. Une preuve de leur grandeur d'esprit, de leur sens de responsabilité et de sacrifice, martèle le Canard. Le journal souligne surtout le sens de disponibilité de Patrice Talon qui, selon lui, a montré une fois encore qu'il demeure un homme pacifique. La plupart des publications s'accordent tout de même sur le fait que cette action de réconciliation a également une allure politique. En effet, croit savoir le Challenge, le leader charismatique d'Adjawere aurait choisi une nouvelle orientation politique, optant surtout pour le bloc républicain. Ce qui fait dire au journal Le Soleil Bénin Info que Sefou Fagbohun atterrit enfin sur le tarmac de la rupture. Le même sujet fait la 2 de 1 du quotidien Le Télégramme, pour lequel le ralliement de Sefou Fagbohun au bloc républicain est désormais une réalité. Et à ceux qui s'interrogent encore sur le poids politique réel de l'ancien président du parti MADEP, le journal L'Observateur écrit que Sefou Fagbohun est encore un produit vendable politiquement. Berger du troupeau des cadres politiques du département du Plateau, insiste le Canard, le vieux coq d'Adjawere reste toujours utile pour tout combat politique. Conclusion du quotidien Le Matinal, Sefou Fagbohun est une prise de taille pour le bloc républicain. Les municipales et communales du 17 mai prochain, ce sera sans Kandi Zanaï et les militants de Restaurer l'Espoir, nous apprend le quotidien Fraternité. Une décision qui, selon le journal, a été défendue à l'issue d'une séance extraordinaire. Pourtant, semble s'étonner mon confrère, avec les démarches qui ont permis à ce parti de l'opposition radicale d'obtenir son certificat de conformité, rien ne présageait cette issue.
Et la raison évoquée par le parti de l'ancien ministre délégué de la Défense de Patrice Talon pour justifier ce surprenant boycott est que les communales n'ont aucun enjeu national, dans la mesure où, rapporte Fraternité, les lois qui l'organisent violent l'essence même de la décentralisation. En plus, dans le viseur de restaurer l'espoir, il y a notamment la Commission électorale nationale autonome et la Cour constitutionnelle qui n'offriraient aucune garantie de transparence au regard de l'image projetée lors des dernières législatives. Une position largement commentée dans la presse cette semaine. Pour le journal Le Potentiel, qui rapporte les propos de certains analystes politiques, c'est une fuite en avant. Et ces analystes politiques, relate mon confrère, en veulent pour preuve le passé de ce parti qui n'a réussi à avoir des conseillers ou députés que grâce aux alliances politiques, même dans ses prétendus fiefs. Au quotidien La Presse du Jour de s'interroger si Candide Azanahi a peur de la compétition. Derrière l'interrogation, l'étonnement du journal La Boussole, surtout au regard des nombreuses mesures d'assouplissement qui ont été prises par le gouvernement en vue d'une élection inclusive et exemplaire. Le quotidien Le Challenge en arrive à une affirmation que l'opposition sera vilement absente de ces élections malgré les facilités du gouvernement. Et au journal de se demander là où se trouve l'idéal du camp qui se dresse face à la mouvance présidentielle. En tout cas, martèle mon confrère, le gouvernement a joué sa partition pour maintenir un climat de paix et de sécurité au cours de ces élections. Conclusion de La Boussole, c'est un aveu d'incapacité de l'opposition de présenter des candidats dans les 546 arrondissements du Bénin. Le quotidien La Cloche abonde dans le même sens et affiche en manchette que c'est un piège de l'opposition qui est ainsi mis à nu. L'opposition au régime de Patrice Talon, détaille le journal, n'est réellement pas prête à s'engager dans cette compétition électorale qu'elle avait pourtant réclamée inclusive à corps et à cri. Loin de toute interrogation, Matin Libre titre que Candide Azanahi est entre échappatoire et bonne foi. Fraternité lui semble faire le diagnostic et voit derrière ces désistements des difficultés liées à la constitution des dossiers. Pour mon confrère, la constitution de 6000 dossiers exigés par la loi avant la participation à cette compétition électorale reste le principal obstacle qui met à nu ce que le journal appelle les clubs électoraux. Contrairement aux pratiques antérieures où il était possible d'aller en alliance, note Fraternité, les partis politiques doivent cette fois-ci être en mesure à eux seuls de présenter 6000 militants, notamment des titulaires et les suppléants, avec des dossiers au complet au risque de voir tous leurs efforts tomber à l'eau. Selon les exigences découlant donc de la réforme du système partisan, insiste la publication, les partis politiques désireux de franchir le portail de la Sénat le 17 mai prochain sont obligés d'avoir un personnel politique aussi bien en qualité qu'en quantité. Conclusion du journal, il y a une grande différence entre vouloir et pouvoir prendre part aux élections désormais au Bénin. Toujours au sein de l'opposition, le quotidien Matin Libre nous apprend cette semaine que la crise reste entière au niveau des forces Kori pour un Bénin émergent. Le même sujet fait le gros titre du quotidien La Dépêche, avec les photos de quelques ténors dont le président d'honneur du parti, Boni Yayi. Coup et remous au sein des forces Kori pour un Bénin émergent, titre le journal. Les Kori sous le mauvais signe. La crise, à en croire le quotidien Le Télégramme, a été étalée au grand jour lors de la cérémonie de présentation des vœux des secrétaires exécutifs communaux au président d'honneur des FCBE. Cérémonie au cours de laquelle, détaille le journal, Boni Yayi a souhaité une pause par rapport aux compétitions électorales, mais les militants s'en sont opposés. Pendant ce temps, les élections municipales et communales s'approchent à grands pas. Seulement, renseigne Bénin Intelligent, les opérations de collecte des données de terrain dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral national se poursuivent jusqu'au 23 février prochain. L'annonce a été faite cette semaine lors d'un point de presse donné par le président du Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée, Jérémy Domahon. Et initialement prévue pour prendre fin le 6 février, cette prorogation a pour but de donner une seconde chance aux retardataires. Le journal Le Potentiel croit savoir les raisons qui fondent cette prorogation et fait observer que les dites opérations connues une suspension temporaire compte tenu du dialogue politique,
ayant abouti à l'adoption d'un nouveau code électoral. Et toujours par rapport à ce processus électoral, le président du Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, renseigne le potentiel. À en croire le journal, Jérémy Adomahou est allé recevoir de Joseph Djogbenou des conseils pratiques en vue d'une actualisation efficiente de la liste électorale. Parallèlement, le calendrier électoral et la clé de répartition des sièges pour les municipales et communales étaient au centre des échanges entre la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques cette semaine. L'événement du jour renseigne à ce sujet que la Sénat et les partis politiques échangent sur le mode opératoire. Dans la suite cette semaine, la diplomatie avec le Bénin qui est élu au Conseil de paix et de sécurité nous renseigne les publications. Et pour le journal Les Pharaons, Aurélien Agbenonsi décroche une place pour le Bénin, ce qui, selon le quotidien La Nation, reste encore une prouesse de la diplomatie béninoise. Elle a fait parler d'elle à Addis Abeba, où le Bénin vient d'intégrer avec 9 autres pays le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, précise le quotidien du service public. Le magazine Vif Afrique lui revient sur le renforcement du système sanitaire au Bénin et nous informe que le ministre de l'économie et des finances vient de décrocher pour le pays 175 millions d'euros. Un montant qui vient raviver l'espoir car selon le journal, une importante prouesse est en passe d'être tenue avec ce financement. Le défi de réformer efficacement le système de santé est ainsi en roue libre et Abomey-Calavi aura enfin son centre hospitalier universitaire. Un centre où, poursuit le magazine Vif Afrique, on y pratiquera la médecine nucléaire pour la première fois au Bénin. Le journal d'expliquer que la médecine nucléaire permet de voir et d'analyser le fonctionnement de divers organes dans les détails extrêmement précis. Pour le journal Les Pharaons, cette infrastructure, une fois réalisée, permettra au Bénin de mettre un terme au coût onéreux des évacuations sanitaires. Toujours dans la suite, le Challenge nous informe d'un cas de prévarication de détournement à l'École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Djougou. Au total, près de 10 millions de francs CFA ont été détournés, précise le Télégramme. Et derrière, 2 cadres ont été interpellés et des millions de francs CFA ont été rétrocédés, renseigne le Challenge. La célébration de la Saint-Valentin, c'était cette semaine et les journaux n'ont pas passé sous silence l'événement. À sa 221, Fraternité rapporte les propos d'un enseignant rencontré au collège d'enseignement général de Ouiho à Cotonou. Et pour ce monsieur nommé Casimir Didago, l'amour est comme la vie, il n'a pas de prix et aucun cadeau ne l'égale. Le même sujet fait le gros titre du quotidien Matin Libre, qui publie les confessions d'une femme au foyer et dont le cœur est brisé. Citation, « Il n'est jamais là et par an, je fais l'amour une seule fois. » Fin de citation. C'est l'essentiel à retenir cette semaine quant à l'actualité vue par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci à vous, Nassi Salossé, pour cette revue de presse hebdomadaire. Retour sur ce plateau avec mon invité média, Josaphat Dabolino. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le chef bureau Afrique de Hémicycle d'Afrique, le site spécialisé dans les informations des parlements et conseils municipaux d'Afrique. Merci d'être à ce rendez-vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, comment le site fonctionne-t-il ? Non, mais le site fonctionne comme tous les autres sites d'ailleurs, parce que c'est un site panafricain. C'est d'ailleurs le premier média spécialisé dans les actualités des parlements. Vous savez que chaque assemblée nationale, dans chaque pays, dans chaque nation, dispose de son site d'information. Mais nous, notre média se positionne comme le média qui regroupe toutes ces informations, parce que vous allez sur le site, vous avez le tout en un. Alors dire toutes les actualités de toutes les assemblées de l'Afrique et d'ailleurs. Bon, en fait, quand je dis d'ailleurs, c'est que nous avons aussi les conseils municipaux. Donc, on sort un peu du cadre de l'hémicycle, on va un peu dans les conseils parce qu'on estime qu'en fait, que pour ceux-là qui votent la loi, il faut que la base puisse mettre en œuvre et que la base, c'est la décentralisation. Ce sont bien sûr les maires, ce sont bien sûr les gouverneurs également. Nous parlons également des sénateurs parce que quand on parle de parlement, il y a aussi les sénateurs. Donc, le site fonctionne comme tous les autres sites, juste que nous sommes thématiques et nous couvrons l'Afrique,
pas encore dans sa totalité parce que nous couvrons une quinzaine de pays, 16 pays pour être plus précis actuellement, avec des correspondants résidents en permanence d'ailleurs dans ces pays, et que d'ici quelques mois, nous pensons quand même couvrir les 54 États du continent africain. Très bien. Élections communales, municipales et locales sans le parti, restaurer l'espoir de Candide Azanaï. Décision surprise pour vous? Non, ça ne me surprend pas, ça me donne également confirmation qu'en fait que ce que je pensais de cette formation politique est arrivé. D'aucuns diront certainement que oui, pourquoi se gerner pour aller à ce niveau et ne pas se présenter. Mais je dis ça ne me surprend pas parce que c'est une formation politique qu'on connaissait déjà. Aujourd'hui, nous avons des tests. La législation impose à ce que les grandes formations politiques puissent couvrir tout le territoire béninois. Et que déjà, restaurer l'espoir, nous connaissons déjà sa force de frappe. Depuis sa naissance, il y a 13 ans environ, c'est que déjà, pour participer à une compétition électorale, il faut aller en alliance. On a vu la formation politique toujours aller en alliance et que c'est parfois même difficilement que le président même s'en sort dans la 16e circonscription électorale. Vous voyez, dans ces conditions, alors que la législation actuelle voudrait qu'en fait qu'il y ait 10% sur le plan national, ce n'est pas évident que Restaurer l'espoir puisse regrouper ces 10% pour être représentatif sur le terrain. Maintenant, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que ils sont dans une logique où ils se disent finalement, nous menons un combat, et ce combat, c'est de ne pas cautionner ce qui se passe. La gouvernance actuelle, puisque la démocratie est mise à terre, les acquis démocratiques aujourd'hui bafoués. En tout cas, je reprends leurs expressions, même si ce n'est pas de la même manière. Mais aujourd'hui, si nous décidons d'aller à cette compétition électorale, ce qui veut dire que nous donnons caution à ce qui se passe et que tout ce que nous avions dit, c'est comme nous avalons nos vomissures. Donc pour l'instant, on ne peut pas aller aux élections parce qu'on ne cautionne pas la gestion actuelle, parce qu'on voit toujours que les acquis démocratiques, les droits fondamentaux, les libertés individuelles sont toujours bafouées et on ne peut pas accepter ça. Ça fait partie des deux conditions. Et quand moi j'ai lu un peu l'interview accordée par le président de Restaurer l'espoir à notre confrère ou à nos confrères de la Croix, il dit quand même que nous sommes toujours conscients de l'enjeu aujourd'hui et que cet enjeu, nous voulons conserver coûte et coûte les acquis démocratiques et que nous ne pouvons pas participer à une compétition électorale si nous n'avons pas les garanties que les acquis démocratiques seront respectés. Et loin, quand il devrait aborder aussi la question de pourquoi se battre pour avoir le récépissé, parce que Restaurer l'espoir l'a eu tout récemment. Pour ne pas participer aux élections. Pour ne pas participer aux élections. J'espère que vous avez aussi les mêmes inquiétudes. Mais l'essentiel, c'est que ils existent déjà légalement. Et ce n'est pas une décision, en tout cas je crois bien, ce n'est pas une décision seulement du président de Restaurer l'espoir, c'est une décision d'un conseil, parce qu'ils étaient en conseil national, donc c'est la décision du conseil. Et dans l'interview, je le disais à l'instant, il a quand même donné les raisons. Il faut préserver le patrimoine qu'est Restaurer l'espoir. En fait, c'est un patrimoine qu'il faudrait préserver. On pourrait déjà dépasser ces limites aussi. Le système partisan, la loi sur le système partisan avait véritablement un écho favorable. Parce que là, nous assistons à une réforme du système partisan sans véritablement une réforme. Parce que ce qui se passe pour moi, c'est un échec de cette réforme du système partisan. Alors, à l'annonce de l'obtention du certificat de conformité donc par le parti Restaurer l'espoir, on envisageait déjà à quoi va ressembler le match ici à Cotonou. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, qu'est-ce qui va se passer sur les formations qui désirent participer, parce qu'à part Restaurer l'espoir, il y a d'autres formations qui veulent quand même participer à cette compétition électorale. Ils vont compétir, ils vont s'enregistrer. Et là, ce sont les citoyens de Cotonou. Si vous prenez l'exemple de Cotonou, ce sont les citoyens de Cotonou qui vont décider. J'espère que vous ne voyez pas seulement Restaurer l'espoir dans Cotonou, parce que la loi dit que c'est 10% sur le plan national. Donc, si vous enviez seulement Cotonou, c'est qu'il dit qu'il avait même pleinement raison de se retirer. Donc, aujourd'hui, la course à la mairie de Cotonou, ça va se jouer entre les formations politiques qui désirent participer à cette formation, et ça va se jouer avec l'accord des votants, des militants de ces formations politiques. Bon, si militants, il y en a, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, moi, je ne parle plus de militants, je parle juste des gens qui veulent accompagner leurs frères, leurs amis et leurs parents, sympathisants pour une cause donnée. De son côté, l'ancien président, Boni Yayi, président d'honneur des Forces Corées pour un Bénin émergent, donc annonce sa retraite politique momentanément. Est-ce que c'est une bonne option pour vous? Ah, ben c'est lui-même qui va juger si c'est une bonne option ou pas. Mais dans moi, en tant qu'analyste, en fait... Dans le contexte actuel où tout tourne autour de lui quand on parle d'FCBE. Justement, c'est le mal de nos formations politiques. Tout tourne autour d'une personne.
Et c'est pour ça que je ne parle pas de formation politique, en tout cas pour l'instant. Ce sont juste des regroupements politiques pour un intérêt donné, pour une période également donnée. Parce que vous voyez, quand Yaya Boni était aux affaires, l'ancien président, il y avait un intérêt. Et cet intérêt, tout le monde était avec lui, tout le monde le louangeait, etc. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'est plus aux affaires, il est pratiquement out. Vous voyez ce qui se passe. Les fidèles d'hier, les loyaux d'hier sont aujourd'hui des ennemis, entre griffes, des ennemis politiques, ou ils voient peut-être de l'adversaire politique. Non, son retrait, c'est son choix. Mais ça aura forcément un impact, si c'est ça ce que vous demandez. Sur le fonctionnement du parti. Sur le fonctionnement du parti. Oui, c'est pour ça que je dis, malheureusement, c'est le cas au Bénin, parce que tout tourne autour. C'est comme vous demandez à Adrien Gbeji aujourd'hui de se retirer. Le PRD aura un souci. Vous demandez à n'importe quelle autre formation politique avec son président de se retirer, il y aura des soucis. Mais le retrait de Boni Yayi, je crois que c'est stratégique. Vous voyez ce qui se passe dans sa formation politique FCBE. Il y a des soucis. Et lui-même, il a des soucis. Et il se dit, mais si j'ai pris 10 ans pour bâtir un édifice et que du jour au lendemain, il y a des gens qui s'accaparent de cet édifice et commencent par, entre griffes, détruire, il vaut mieux agir. Et comme il a essayé de colmater les brèches et ça n'a pas pu marcher, il s'est dit, bon, si je continue dans cette affaire, entre griffes, pour MSC, ce français vulgaire, ça ne peut pas donner grand-chose. Donc, il vaut mieux me retirer parce que j'ai une image, j'ai une personnalité à défendre et c'est justement ce qui se passe. L'impact sur les militants et sur la formation politique, c'est que il va leur falloir une nouvelle stratégie communicationnelle. Avant, c'était Thomas Boni Yayi. Quand il sort, on sait que c'est FCBE qui sort. Quand il sort, il draine dans le monde. Quand il sort, on sait que oui, là, ça donne quelque chose. Et ça fait bouger les lignes. Mais aujourd'hui, demandez à Paul Hongpe, par exemple, le secrétaire exécutif national des forces politiques pour mener de sortir, il va drainer combien de monde? En tout cas, en griffe, je le dis avec beaucoup de réserve, mais il sera difficile pour lui d'avoir un monde autour de lui. C'est pour ça qu'il faut changer la stratégie communicationnelle. Il faut mettre en place une autre mesure, en tout cas politique, pour essayer de rassurer non seulement les militants, mais également ceux-là qui sont sympathisants, parce qu'il y a toujours des indécis, des gens qui se disent « Moi, je veux bien aller dans l'opposition, parce que FCBE, c'est dans l'opposition, mais il me faut de l'assurance, il me faut un bon discours. » Donc, il faut un bon discours. Et pour le secrétaire exécutif national de FCBE, et pour toute la formation politique d'ailleurs qui dirige. Et il y a Boni qui se retire. L'autre chose aussi, il a besoin de se reposer. Vous gérez un pays pendant 10 ans, il doit quand même se reposer. Donc, il avait annoncé, vous vous souvenez, dans ce pays, il disait qu'en fait, qu'après moi, mon mandat, je serai pasteur. Peut-être il veut prendre le temps de se consacrer maintenant à sa passion de pasteur pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais il est quand même temps qu'il se retire pour se reposer. Il a dit momentanément, mais moi je crois qu'en fait, que si il avait véritablement joué les cartes, on ne pourrait pas arriver à ce niveau. Et l'autre chose également, il y a un autre point, je veux dire, qui est très important, c'est que s'il avait su gérer avec les autres acteurs leur résistance, au niveau bien sûr de ce mouvement, on n'assisterait pas à ça. C'est que si à un moment donné, chacun déjà, que ce soit Thomas Boni Yayi, candidat Zanaï, Nicéphore Dider Soglo et tous les autres acteurs politiques qui se retrouvaient au sein de la résistance, s'ils avaient laissé un peu leur ego, s'ils avaient dit non, à un niveau donné, nous avons en face un pouvoir, nous avons décidé de rester, parce que c'est un choix, nous avons décidé de rester dans l'opposition, de combattre la gouvernance actuelle avec les idées, bien sûr, constructives, mais nous mettons véritablement ensemble. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble comme ça. Nous mettons véritablement ensemble, nous avons un objectif, nous laissons nos égos, nous fondons nos formations politiques et que nous avons une formation politique digne de ce nom, bien représentative. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Chacun devrait préserver, comme l'a dit candidat Zanaï, son patrimoine politique. Et du coup, on assiste maintenant à ce à quoi nous assistons aujourd'hui et c'est malheureux. Alors, si l'USL de Sébastien Diavon, restaurer l'espoir de candidat Zanaï, ne vont pas aux élections, est-ce que la participation des FCBE ne devient pas comme un impératif pour crédibiliser les élections? Justement, bon, pourquoi vous citez l'USL? L'USL n'a pas encore une existence légale, en tout cas à ma connaissance. On suppose qu'ils sont encore dans les démarches. Ok, mais vous savez que l'affaire est toujours devant les tribunaux, donc il faudrait la décision du tribunal d'abord. Donc moi je pense que si Restaurer l'espoir ne participe pas, il y a d'autres formations politiques, donc vous diront qu'il y a d'autres formations politiques de l'opposition, bien sûr, il y a FCDB qui se recadre toujours de l'opposition, mais parlons sérieux, parlons bien, il y a
FCBE. Si FCBE décide aujourd'hui de ne pas participer, ce qui veut dire qu'en fait que ce serait un grand flop pour le régime actuel. Un flop pour le régime parce qu'il n'y aura pas de compétition. On va assister à ce à quoi nous allons assister le 28 avril. Les deux formations politiques du chef de l'État, en tout cas qui soutiennent le régime en place, vont se retrouver avec bien sûr d'autres formations qui sont toujours avec le chef de l'État, ils vont se retrouver. Donc il n'y a pas de compétition, vous savez. Mais je crois que la FCBE ne va pas désister. C'est peut-être, je dis, l'hypothèse, c'est peut-être qu'à un moment donné, on a dit, si les choses évoluent de cette façon et que nous ne nous entendons pas, moi, je préfère me retirer. Peut-être qu'au sein des FCBE, ça a été dit qu'avoir l'allure des choses, il vaut mieux ne pas participer au communal et au local. Donc nous allons nous réserver le droit de ne pas y participer. Et ils s'entendent peut-être pas. Je dis, c'est une hypothèse. Mais et pour ça, ne pas participer au communal, c'est de ne pas participer à la présidentielle, parce qu'il faut forcément des maires, des députés pour être parrainés. Justement, mais l'enjeu aujourd'hui, il y a déjà 83 députés qui sont là-bas. Donc, il faut d'abord faire le calcul pour voir si le parrainage pourrait véritablement donner. Mais l'essentiel, c'est de participer. FCBE ne participe pas. Moi, je n'ai jamais fait la politique des chaises vides. Ça je déteste toujours. Mais si FCBE décide de ne pas participer à ces élections, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y aura pas d'enjeu. On va assister à ce à quoi nous avons assisté le 28 avril. Et ce serait malheureux, ce serait un flop pour le régime actuel. Je crois que les acteurs de FCBE vont tout faire pour participer, au moins pour donner la crédibilité, comme ça a été le cas pour le dialogue politique. Alors, toujours dans la perspective des élections communales, municipales et locales, on a vu cette semaine Séfou Fagbon chez Patrice Talon. Qu'est-ce qui se prépare? Des alliances, des ralliements. Ce qui se prépare juste, c'est qu'il a décidé de se mettre avec le régime en place. Peut-être parce que nous n'avons pas encore un communiqué officiel sur la question. Mais en tout cas, des coulisses, nous entendons déjà que tout est fin prêt pour quand même officialiser les démarches. Et cette visite montre déjà un grand pas. Et ce qui se trame, peut-être, vous savez que MADEP n'existe plus. Depuis un certain temps, en tout cas avec la loi du système partisan, ça n'existe plus. Donc il faut chercher quand même d'autres points de chute. Et point de chute, il a été annoncé dans l'opposition. Quand la nouvelle a eu vent, quand la nouvelle a défrayé la chronique, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu des contre-communications, il y a eu des lynchages médiatiques à son encontre, il y a eu des charges en griffe qui a été retenu contre la personne. Ils ont dit, si je suis contre le régime en place, alors il faudrait que je décide maintenant si je dois profiter un peu de mon temps qui me permet, de mon temps qui me reste à vivre. Donc pour ça, il faut aller de ce. Moi, je crois que ce qui se passe, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'échec de la réforme du système partisan. L'échec parce qu'on aurait pu éviter tout ça si entre-temps les députés de la 7e législature, en votant la loi sur le système partisan, avaient déjà mis un article dedans déjà pour dire, si vous êtes élu, si vous appartenez à une formation politique, vous ne pouvez plus quitter pendant telle période. Ou si vous quittez, vous êtes inéligible pendant telle période. Ça se fait ailleurs. Il y a quand même le Sénégal, on prend l'exemple sur de bons pays, mais il y a le Sénégal qui a mis ça en place et ça fonctionne. Mais ne pas le faire, on a encore retouché la loi avec la 8e législature, mais nada, il n'y a rien là-dessus. C'est toujours là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce week-end, ce dimanche, à partir de demain, maintenant, vous allez suivre les comptes rendus. On quitte même bière pour UP. C'est-à-dire, je quitte chez ma mère, je vais chez mon papa. Donc, c'est... Merci à vous, Josaphat Dabolino, journaliste chroniqueur politique. Merci donc de votre passage sur le plateau du grand format. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le dernier palier avant de descendre. Notre dernier rendez-vous, c'était avec Guy Okambawa et Modeste Noutier. Nous sommes dans l'info décalé, moment de détente et de plaisir pour vous. Voici la revue de Babel. Qui est l'ami d'un président, non? Parce que quand vous n'êtes pas auprès du gouvernement, vous n'aurez rien pour votre milieu. Non, mais tout le monde sera déguerpi. Je suis le père de beaucoup d'entre vous ici. Notre doyen
personne. Grand frère pour certains et petit frère pour certaines personnes et fils pour certaines personnes et petit pour certaines. Tout le monde appelle Pépé. Et puis comprenez-moi. En disant que c'est de façon brève. Ça ne va pas. Lorsque ton ennemi est bien habillé, aie le courage de lui dire qu'il est bien habillé. Ou bien... Je dis de façon brève et enrichissante. C'est dangereux pour eux. Merci à tous ceux-là. Mais nous n'allons pas tout le temps continuer par maudire notre pays. Dans 10 ans, 20 ans, on n'aura plus de lagune à Cotonou. Nous, c'est nous qui avions suscité ça. C'est criard. Nous allons la décrier encore. Alors on veut quoi alors dans tout ça? Ça ne nous honore pas. Non. Très bien. N'importe quoi. Est-ce que l'on peut vouloir quelque chose et son contraire? On va faire violence sur nous-mêmes pour qu'on puisse résorber ça. Volontairement, on a envie de détruire quelqu'un. Il veut quoi, lui? Et qui ne sait que faire la honte. Pour peu qu'on n'ait pas la crainte de Dieu. Effacer ça, hein? Ça, c'est à titre personnel. Qui peut m'avaler, moi? On peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Qui peut me consommer facilement? Volontairement. Parce qu'ils ne savent pas le fétiche qui danse sur ma tête. Le fétiche dans? À lui de continuer. Si moi j'étais dans une sauce. Nous avons commencé par de la preuve. Nous sommes d'accord avec eux. Il serait injuste. Si je suis dans la sauce. Pour ça, grogne. Nous sommes avec eux. Ça règne. Ils se maudissent. Je pense que nous avons pris bonne note. Je vous aurais fait ce point-là. Nous connaissons déjà un certain nombre de choses. Non. Tout ce qui est dit, au-delà de la méchanceté. De but en blanc. Vous me voyez, moi, dans une sauce? Il fallait libérer. Qu'il reste derrière lui pour qu'il sorte. C'est une question. This is a question. Ce qui m'attriste, c'est que c'est faux. Mais vous n'avez pas tous applaudi, hein? Vous êtes encore une minorité. Sachons raison garder. Chacun avait son éducation. Tout le monde. Mais ils ne l'ont pas fait. Moi, je ne me maudis pas, hein? Non. Je ne me maudis pas. Quand on reste de loin... En faisant construire des châteaux en Espagne... C'est comme ça. Moi? Non. Que nous ne devions pas faire. Ah, mais c'est grave. S'il reste encore... Et ce qui est énervant... Tu conseilles, on dit souvent que depuis que nous n'avons rien fait. Ils ne foutent rien. Le pays n'avance pas. Effectivement, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Oui. Parce que ce n'est pas facile. Si je suis dans la sauce... Vous n'êtes pas auprès du gouvernement, vous n'aurez rien pour votre milieu. Quelle sauce? Petit frère. Quelle sauce? Petit pouce. Vous me voyez, moi, dans une sauce? La preuve. Qui peut m'avaler, moi? De but en blanc. Akpata. Qui peut m'avaler, moi? Akpata. C'est une question. Akpata. Une minorité. This is a question. Qu'il reste derrière lui. Question. Qu'il sorte. Question. Qu'il sorte. Question. Qu'il sorte. Reste derrière lui. Mais ils ne l'ont pas fait. En faisant construire des châteaux en Espagne. Akpata. Que nous ne devions pas faire. Le baobab. Baobab.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini, tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 16 février 2020. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site www.canal3television.com. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.